Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, nouveau feuilleton pendant la semaine avec le Tour du Pays Basque qu'on va regarder pendant toute la semaine. On va essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer sur cette course du côté du Pays Basque. Il va y avoir pas mal d'animations forcément autour du Pays Basque. C'est l'une des courses, ça fait partie des 2-3 courses d'une semaine vraiment les plus dures, le Tour du Pays Basque avec le Tour des Alpes et également le Tour de Suisse. Donc c'est vraiment une course très intéressante à suivre parce qu'il se passe toujours des choses, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des surprises, notamment le dernier jour, même si cette année on n'a pas vraiment d'étape de haute montagne, ou d'arrivée au sommet comme on a eu dans les années précédentes. Ça reste quand même le Tour du Pays Basque et ça reste pas évident. Et puis ça reste également une course où on a une belle start list au départ, notamment Simon Yates, on a également David Gaudu, on a également Bilbao, on a également Martinez, on a Bernal, on a qui d'autre parmi les gros noms, Ion Izagirre, Carapaz aussi, avec Chavez, Rui Costa pour les punchers, Enric Mas, Marc Hirschi, vous avez Mauro Schmidt, donc vous avez du monde. Du côté des punchers, du côté des bons coureurs. Donc c'est vraiment une course qui est toujours très intéressante et on va voir un petit peu ce qui va se passer pendant toute cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé également de cette arrivée qui est un petit peu technique. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Encore mieux, mais seulement si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne avec un super thanks et je remercie les gens qui l'ont fait. Et vous pouvez également aller voir EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, Deezer, également Amazon et Google, mais je n'ai pas encore vérifié si c'était bien disponible sur Google Podcast, et puis TikTok, bien entendu le débrief rapide de chaque étape aux alentours de 17h50, 45, voilà le temps que ça s'upload sur les internets. Étape numéro 1, étape de mise en route qui était majoritairement très calme pendant une grande partie de la journée. C'est-à-dire il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, on avait une échappée devant, donc il y avait 2 minutes d'avance à 60 bornes de l'arrivée. Bon, c'était pas l'étape du siècle. En plus, cette échappée a été reprise très tôt. Et puis, dans les 30 derniers kilomètres, par contre, ça s'est animé, notamment avec le sprint intermédiaire qui a été disputé. Notamment. Et puis avec le sprint final où on avait un petit peu de vent de côté, un petit peu de vent de 3/4, ce qui fait que ça a énormément étiré le peloton. Et puis ce qu'a tenté de faire la Soudal Quick-Step, sauf que ça n'a pas vraiment marché du côté de la Soudal Quick-Step, peut-être devant trop tôt pour Mauro Schmidt. Puis je suis pas sûr que Mauro Schmidt c'était forcément le bon choix, j'aurais plutôt mis Badjoli. Mais bon, on n'a pas eu de cassure, et puis finale technique où le dépassement était quasiment impossible. C'est-à-dire que celui qui était en tête à 300 mètres de l'arrivée, l'équipe qui était en tête à 300 mètres de l'arrivée, avait le vainqueur de cette étape. C'était quasiment impossible de remonter parce que c'était une descente. Il y avait pas mal de virages, il n'y avait pas beaucoup de largeur non plus. Donc c'était quasiment impossible de dépasser. Et ce qui a profité à Ineos, qui je pense avait très très bien repéré le final de ce parcours. Je suis pas sûr que c'était l'étape la plus passionnante de l'histoire du Tour du Pays Basque, mais on va quand même la débriefer avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top, on commence tout de suite avec Ethan Etter. On peut pas dire que le début de saison d'Ethan Etter a été fantastique. C'est vrai qu'on l'attendait sur quelques courses et ça n'a pas été dingue. Je pense notamment sur le Tour de Catalogne où on l'a très peu vu. Donc c'est vrai que le voir vainqueur aujourd'hui, c'est presque une surprise. Parce que moi je me disais même, est-ce que c'est lui ou Friday qui va sprinter? C'est vrai que normalement c'est Ethan Etter le plus rapide. Mais comme il n'a pas l'air d'être vraiment en grande condition physique, peut-être que Friday est un peu mieux. Surtout que Friday est quand même souvent en forme. C'est un coureur qui vraiment est toujours très performant. Et puis, il a profité énormément du travail d'Omar Friday, Ethan Etter. Omar Friday a quasiment fait 80% du boulot, c'est-à-dire qu'il déborde le train de la Soudal à peu près à 700 mètres de l'arrivée. Et donc, il fait un gros travail jusqu'aux 300 mètres, 250 mètres, 300 mètres de l'arrivée. Et là, il s'écarte pour laisser passer Ethan Etter,
qui n'avait plus qu'à conclure, mais de toute manière, bon, encore une fois, 80% du travail avait été fait, donc à part dérailler, ça aurait été compliqué pour Ethan Etter de ne pas s'imposer, mais ça va lui redonner de la confiance à Ethan Etter, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, c'était pas top. Sa dernière victoire, c'était le général du Tour de Pologne. Donc ça remonte quand même au mois d'août. Et c'est vrai que c'est un coureur qui a souvent tendance à faire des gros débuts de saison et puis après il disparaît un petit peu au cours de la saison. Mais l'année dernière, en plus, il y avait eu Luc Plapp qui avait fait également un gros début de saison. Et c'est vrai que sur ce profil-là de coureur, bah, il était presque plus trop en odeur de sainteté. Bah, aujourd'hui, ça a été le cas parce que Luc Plapp, il a bossé au moment du sprint intermédiaire et puis ensuite Ethan Etter a fait du beau job, mais j'ai envie de dire ça récompense aussi le travail qu'a fait Ineos parce qu'ils ont roulé toute la journée, l'équipe a été omniprésente aux avant-postes. Ineos, ils savent pas trop s'ils ont le coureur pour jouer la gagne, hein. Bernal Martinez, c'est pas forcément assurance tout risque sur ce Tour du Pays Basque. Donc ils se disent, bah, on va jouer les victoires déjà, et puis ensuite on verra pour le général après. Peut-être qu'on va consommer un petit peu d'énergie pour jouer les victoires d'étape, mais si de toute manière on peut pas jouer le général, au moins l'énergie aura été dépensée au bon endroit. Et donc là aujourd'hui, bah, très belle étape d'Ethan Etter, puis ça va faire du bien un petit peu à l'équipe Ineos. Parce que sur les classiques, ça s'est moins bien passé que l'année dernière pour le moment du côté de la formation anglaise, même s'il y a eu des résultats notamment avec Pidcock, hein, ou Ghana, mais c'est vrai que ça s'est un peu moins bien passé sur la semaine sainte, la semaine flandrienne. On continue avec Aberasturi. Aberasturi, c'est toujours un coureur intéressant, c'est-à-dire que c'est toujours un coureur qu'on oublie presque un petit peu quand même, mais sur les courses espagnoles, il a toujours su être performant. Alors là, c'est dommage parce que il avait peut-être les jambes pour aller dépasser Etter, mais il n'y avait pas la place, on va dire ça comme ça. Parce qu'il fait quand même un beau sprint à Berasturi. Et puis là encore, hein, du côté de chez Trek, on n'a pas forcément la carte pour aller jouer le général. On n'a pas emmené Juan Pedro Lopez. On est parti avec une équipe comme leader Tony Galopin. Donc, si, on est parti avec Juan Pedro Lopez. Mais bon, Juan Pedro Lopez n'est pas incroyable. Alors vous avez Skiel Moseux. Ça sera un vrai test, je pense, pour lui sur cette course d'une semaine. Et vous avez également Bokeh Mollema, mais qui se prépare pour les classiques ardennaises. Et c'est vrai que là aussi, il y en a Berasturi. C'était une bonne carte aujourd'hui à tenter, surtout qu'ils n'ont pas consommé énormément d'énergie. Du côté de la Trek Segafredo, ils ont plutôt laissé les autres équipes travailler. Et puis ensuite, il est bien emmené par Skiel Moseux, hein, Berasturi, et ensuite il fait le job. Donc vraiment une belle journée pour le coureur. Pour le coureur espagnol. Et puis encore une fois, Berasturi, c'est quand même un coureur qui arrive toujours à être performant sur ce type de course. Voilà, il se rate assez rarement à Berasturi sur les courses en Espagne. Après, le problème d'Aberasturi, c'est que c'est un sprinter qui a quand même beaucoup de mal à s'exporter. Pour le moment, il avait fait 3e à San Juan, mais j'ai envie de dire que cette année, il a fait du AE Tour, 10e place comme meilleur résultat. Milan-Torino 9e. Par contre, en Espagne, c'est toujours un coureur qui est dangereux. C'est toujours un coureur dont il faut se méfier sur les courses espagnoles. Les dernières, il a fait 4e d'une étape du Tour du Burgos. Voilà, donc c'est toujours un coureur très intéressant sur ce type de course. Et puis, voilà, ça commence à aller mieux quand même du côté d'Aberasturi parce que sa première année chez Trek avait quand même été très compliquée en termes de résultats. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et on avait des petites inquiétudes parce que c'est vrai qu'il arrivait en World Tour. Il est revenu en World Tour assez tardivement dans sa carrière, hein, seulement à 33 ans. Et c'est vrai qu'on se posait des questions sur est-ce qu'il aurait la capacité d'être performant, surtout que c'est un sprinter qui est un peu classique, on va dire, dans l'idée. C'est-à-dire que c'est pas un sprinter qui passe mieux les bosses, mais là, il a réussi à être bon aujourd'hui. Puis quand même 2500 mètres de dénivelé positif, c'est que les jambes doivent pas être mauvaises, du côté d'Aberasturi. Puis je termine avec le petit Aolar Orluis, le coureur de Cara Rural. Ça fait du bien pour Cara Rural, hein, parce que le fait de pas aller sur le Tour d'Espagne, c'est quand même un coup dur pour eux. Ça fait 2 années d'affilée qu'ils vont pas sur le Tour d'Espagne. Donc c'est quand même une équipe qui peut pas aller sur la plus grosse course espagnole de l'année. Mais Orlis Arloire, ça reste un très très bon coureur, un très bon coureur, un coureur intéressant, je dirais, le champion du Venezuela,
qui a quand même remporté cette année, et il y a quelques jours, hein, c'était la Volta au Aletaro, qui est quand même une course très intéressante dans les courses de 2. C'est une course voilà, où il y a souvent du niveau, où il a même remporté le général. Vainqueur également de la Classica d'Arabida, hein, donc il fait un très bon mois de mars. Alors que le mois de février et le mois de janvier avaient été un peu plus compliqués. Mais c'est un coureur voilà, qui a des belles qualités. Alors, lui aussi, il a un peu du mal à s'expatrier. Il a un peu du mal à gagner des épreuves autres que des 2-2 et des 2-1. Hein. L'année dernière, il avait remporté le Tour d'Aleretero. Il avait fait 10e du championnat panaméricain sur route, 3e du contre-la-montre, 2e d'une étape sur les boucles de la Mayenne. Mais c'est un coureur voilà, qui a encore du mal à être performant en dehors de l'Espagne, en dehors on va dire des courses 2-2, 2-1. Et c'est un coureur voilà, qui doit progresser sur ces épreuves-là, mais il fait tout pour le faire. Et ça va apporter des points à Carrural, là aussi, quand même pour l'équipe. Peut-être pas en fait. Je suis peut-être en train de dire une connerie. Si, ça apporte quand même 15 points UCI. Bon, c'est toujours ça de prix pour Carrural, en sachant que je rappelle que pour participer au Grand Tour, dans les années à venir, il va falloir être dans le top 50, top 40, voire top 30. Donc, Carrural, ça va commencer à être compliqué. Donc, il faut commencer à accumuler les points. Eh bien, on a fait le tour des coureurs au top. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne rapidement pour la suite de cette vidéo. Il est déjà 18h. C'est vrai que le Tour du Pays Basque, ça arrive tard. On commence avec Vendrame, 20e seulement aujourd'hui. Vendrame, c'est compliqué maintenant hein, sur ce type d'arrivée. Le problème, c'est que Vendrame, s'il est plus performant en tant que puncher sprinter, bon, ça devient un baroudeur ou un équipier, mais c'est pas forcément le meilleur dans ce domaine-là. C'est quand même surprenant hein, lui aussi, parce que à l'Aigueglia, il est quand même 2e, 8e à Milan-Turin. Et pourtant Milan-Turin c'était assez animé dans le sprint final. Il sait être performant sur certaines courses, mais il a du mal depuis quelques temps à être régulier. Et aujourd'hui seulement 20e, c'était quand même une arrivée où il pouvait être performant, mais il fallait frotter. C'était peut-être ça le problème pour Vendrame, c'était de frotter. C'est peut-être ça maintenant le souci pour le coureur italien. C'est dommage parce qu'il a 28 ans, mais c'est vrai qu'on se dit pour AG2R, quel est l'avenir avec ce coureur-là? Chez AG2R, on peut se demander qu'est-ce que je peux faire dans 2 ans, dans 3 ans avec ce coureur-là. Et avec Vendrame, je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire, quel type de course il peut gagner? Quel rôle il peut avoir dans l'équipe dans 1 an ou dans 2 ans? Je ne sais pas. C'est sa dernière année de contrat chez AG2R. Est-ce qu'il faut le renouveler? Est-ce qu'il n'y a pas mieux en fait que Vendrame aujourd'hui sur le marché? Il y a peut-être d'autres coureurs, peut-être recruter plus un sprinter, un véritable sprinter du côté d'AG2R. On aurait peut-être plus d'intérêt d'avoir Vendrame, parce qu'il n'est pas très bon sur les classiques, enfin il n'est pas bon sur les Flandriennes, il y va même plus. Je ne sais même pas s'il y est allé une fois, mais je suis en train de me dire. Mais il n'est pas très performant non plus en tant que puncher. En échappée, bon, il a gagné une étape du Tour d'Italie, qui reste sa plus grosse victoire, mais c'est pas forcément un coureur qui est spécialisé dans ce domaine-là non plus. On sait très bien qu'au sprint, il n'ira pas chercher une étape de grand tour. Donc, quel est l'avenir avec ce coureur-là? Qu'est-ce que je peux faire encore avec ce coureur-là? Voilà, j'ai des doutes aujourd'hui sur sa capacité à être intéressant pour une équipe du World Tour. Et c'est pour ça que ça m'inquiète un petit peu. Et puis ça serait dommageable pour lui. Mais aujourd'hui, quand tu regardes bien, Vendrame, c'est pas dingue quoi. Les derniers résultats sont pas excellents. 2022 a pas été une grande année, notamment. Où il n'y avait pas eu de grands résultats. Bon, il avait tenté les échappées, hein, mais sur le Tour d'Italie, mais ça n'avait pas marché plus que ça non plus pour lui sur d'autres courses. Donc c'est dommageable. Et c'est vrai que maintenant il performe quand même principalement en Italie. Hein. Je vois l'année dernière ses meilleurs résultats. Bon, à part sur le Tour des Alpes et du Var, et encore c'est pas très loin de l'Italie. C'est quand même majoritairement en Italie qu'il a des bons résultats. L'année dernière, on voit par exemple sur le Tour de Pologne, son meilleur résultat au sprint c'est 12e. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui c'est quand même un peu un souci, je trouve, pour une équipe comme AG2R,
et qui aurait peut-être plus d'intérêt à recruter un sprinter. Après, AG2R sur cette course, c'est quand même pas foufou en termes de sélection. C'est-à-dire, je pense qu'on mise sur Félix Gall. Alors, à part Félix Gall, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, à part prendre des échappées et Félix Gall. Deuxième coureur, c'est Ide Schelling. C'est bête parce que sur le Tour de Catalogne, très bonne vitesse de pointe. Et là, je l'ai vu sur le ralenti. Il est super mal placé. Je l'ai vu sur un ralenti à l'arrivée, mais alors il se fait bouffer complètement. Et c'est dommage pour un coureur qui a de la puissance, qui a des vitesses comme ça, de pas avoir le coup de frotter. Parce que Ide Schelling, ça peut être vraiment un coureur intéressant, vu ce qu'on a vu sur le Tour de Catalogne. Voilà, il a été très bon sur plusieurs arrivées, même si il n'était pas bien emmené à ce moment-là par Labora. Mais là, c'était vraiment le foutoir encore une fois. Alors, est-ce que c'est un coureur qui ne sait pas avoir du leadership, ce qui pourrait expliquer pourquoi son équipe ne sait pas quoi faire? Pourquoi les mecs devant lui ne savaient pas quoi faire du côté du Tour de Catalogne? Ou est-ce que c'est juste une peur, une crainte qu'a Ide Schelling de frotter? C'est dommage parce qu'on sent que c'est un coureur qui a de la puissance, on sent que c'est un coureur qui peut être rapide, mais le placement, il va falloir vraiment travailler ça. Là, le placement, il était catastrophique et forcément, si tu ne sais pas te placer, bah, ça devient un petit peu compliqué pour toi. Pareil, Quentin Paché, seulement 23e. Le coureur de la Groupama, c'est pas exceptionnel non plus. Je viens de le voir. Et puis je termine avec la UAE. Je vais enlever Movistar, j'avais décidé de mettre Movistar, mais je vais l'enlever parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Je vais mettre UAE, parce que Movistar ça s'est pas bien goupillé entre Aramburu, et qui était l'autre coureur avec lui, et Serrano. Les deux se sont... Enfin, je pense que Serrano devait s'écarter pour Aberasturi, sauf que ça s'est pas goupillé pour Aramburu, mais ça s'est pas goupillé du tout correctement. Mais je vais mettre UAE parce que sur une arrivée comme ça, il y avait peut-être de quoi mieux faire. Quand on voit que Euroschmidt est deuxième, un Formolo. Formolo, le problème c'est qu'il fait 67e, Formolo. McNulty fait 60 et Mark Hirschi 45. Donc on voit vraiment qu'on s'est pas intéressé à la victoire aujourd'hui. C'est dommage parce que ça peut faire des secondes de bonification. C'est dommage parce qu'un Mark Hirschi, il a besoin de reprendre un petit peu de confiance quand même, le coureur suisse, parce qu'on ne peut pas dire que depuis qu'il est chez UAE, ça soit exceptionnel en termes de résultats. Et gagner sur une étape du Tour du Pays Basque à une semaine, 10 jours de l'Amstel, ça peut être très intéressant quand même. À quelques jours également, à 15 jours de la Flèche Wallonne, ça peut être intéressant aussi. Donc c'est dommageable de ne pas avoir saisi cette opportunité-là pour le coureur suisse. On se dit quand même que le choix de rejoindre UAE, c'était quand même vraiment pas l'idée du siècle de la part de Mark Hirschi, parce que vu ce qu'il faisait chez Sunweb, chez UAE, il est quand même souvent larbin, souvent équipier. On se dit quand même que il y a des fois des mauvais choix dans une carrière, et je pense que lui, ce jour-là, il a vraiment pas fait un bon choix. Le jour où il a décidé de casser son contrat avec DSM, avec Sunweb, pour aller rejoindre UAE, genre un 2 janvier, un 3 janvier, c'était pendant un confinement Covid, c'était pas l'idée du siècle du côté de Mark Hirschi. Puis c'est dommage, il y avait Formolo, il y avait McNulty dans cette équipe. Tu as des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse. McNulty, s'il attend les bosses, je suis pas sûr qu'il arrive à tenir la cadence d'un Vingegaard ou d'un Gaudu, donc ça aurait peut-être été intéressant de tenter le coup sur cette étape comme ça, de prendre des secondes de bonification. On passe tout de suite à la présentation de l'étape numéro 2. On regarde rapidement l'étape de demain sur ce Tour du Pays Basque, une étape plus longue. Aujourd'hui, on avait 165 km, on passe à 195, 30 km de plus pour cette étape. Un petit peu plus compliqué également, cette étape de 195 km entre Viana et Lecce. Ouais, mon accent basque, il est aussi pourrave que mon accent belge. Avec une course où on aura 2 difficultés de deuxième catégorie, même 3 difficultés de deuxième catégorie et 2 difficultés de troisième catégorie. On passera 2 fois sur la ligne d'arrivée également. Début de journée où il y aura 2-3 petites bosses avant Torres del Rio au kilomètre 10, Point-Sac. Ensuite,
Une petite bosse également du côté d'Estella. Et puis avant la première côte répertoriée au classement de la montagne, la côte d'Etchery. Pardon, 11 km 4 à 3,2% de moyenne, côte de deuxième catégorie. Bon, on va pas se mentir, cette côte-là, elle n'est pas très compliquée. C'est pas la côte de l'année. J'ai mis 2 fois ça. La côte d'Etchery, voilà, il y a un passage à 6%. Sinon, le reste, c'est quasiment plat. C'est-à-dire qu'il y a 11 km de montée, mais bon, on aurait pu mettre en fait 4 km. C'est-à-dire on aurait pu prendre les 4 derniers kilomètres parce qu'avant, en fait, il va pas se passer grand-chose. En plus, c'est à 120 km de l'arrivée, donc ça permettra d'avoir des points pour la montagne. Et puis ensuite, on va avoir un enchaînement autour de la commune de Leccia pour le premier passage sur la ligne d'arrivée qui sera au kilomètre 130 avec la côte de Ucci, Arkiskil et Saldias qui vont s'enchaîner en une vingtaine de kilomètres, ces 3 difficultés, 25 km à peu près. Donc il va y avoir quand même, ça va faire comme un enchaînement de monts sur Liège-Bastogne-Liège. Alors Witchy, je pense que c'est Witchy, mais je sais pas du tout comment on doit le dire. Witzy, je pense plutôt. Oui, parce que Witzy. Plutôt 5% dans le premier kilomètre, et puis c'est surtout les 2 derniers kilomètres, le dernier kilomètre et demi même qui est compliqué avec 6,9% et 7,4%. La côte d'après, donc le Arkiskil, là c'est beaucoup plus difficile sur ces 4 km, c'est beaucoup plus régulier on va dire, avec notamment un passage à 7,4% pendant 500 mètres et puis un autre passage à 6% pendant 6,3% pendant 1 km également. Et puis ensuite, donc la dernière côte, c'est Saldias, qui elle est très difficile, cette côte de Saldias. C'est un vrai mur de 2 km 300 avec notamment un passage à 12%. Un premier kilomètre très compliqué, mais voilà, un bon petit mur de 2 bornes. Du côté de Saldias, mais à Saldias, on est encore assez loin, à 50 km de l'arrivée. Ensuite, on va rentrer dans une phase plutôt de transition. On aura notamment le sprint intermédiaire à Donetsebe qui sera au kilomètre 166. Et puis ensuite, la deuxième montée de Arkiskil, mais qui est moins pentue par ce côté-là. 11 km 1 à 3,1% de moyenne, côte de deuxième catégorie. C'est long, mais c'est pas très compliqué. Voilà, un passage à 4,6, un passage à 5,3%. C'est surtout l'autre phase qui sera compliquée. Puis une arrivée en descente, faudra voir. On est au Pays Basque, les descentes peuvent être techniques, donc il y a 5 km de descente avant l'arrivée. Donc c'est peut-être là où on peut avoir des écarts, où on peut peut-être aller chercher la gagne sur cette étape. On verra ça demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Donc demain, un débrief de cette étape numéro 2 à 21h sur YouTube. Mais le débrief rapide, il sera sur TikTok, donc vers 17h40 à peu près, le temps d'enregistrer et de mettre en ligne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.